peut-être un petit passage parce que j'essaye toujours de me présenter parce que peut-être la plupart d'entre vous ne me connaissent pas, mais aussi par rapport à mon parcours qui m'a aidé quand même à être là pour vous présenter ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je suis Fatima Zahra Ben Hamida. Je suis docteur en informatique. J'ai fait un parcours 100% École nationale supérieure d'informatique d'Alger, où j'ai pris mon ingénierat, magistère, puis doctorat de la même école. J'ai quitté cette école pour une petite expérience de 3 ans pour travailler en tant qu'ingénieur à la société, à une filiale de Sonal Gaza Hassim Saoud, mais j'ai tout de suite été rappelée par cette très inspirante école pour finalement revenir, continuer ma post-graduation et travailler en tant qu'enseignante-chercheur. Voilà, donc actuellement, je fais de la recherche et de l'enseignement et de la recherche scientifique, mais pas que, parce que j'ai quelques autres chapeaux que j'essaye de mettre d'un moment à l'autre selon mon temps libre et selon aussi mes disponibilités, etc. Donc, je suis notamment une consultante chez IACON, IACON for International Education and Academic Consulting. C'est une boîte suédoise. Bon, je peux détailler après parce que y a une présentation au départ qui m'ont demandé, c'est des étudiants qui m'ont demandé de quoi il s'agit. Donc, à la fin, je peux détailler parce qu'on a déjà perdu un peu de temps et je ne veux pas quand même que je prenne plus sur ma présentation. Mon domaine professionnel ou plutôt de recherche, c'est plutôt l'informatique, notamment tout ce qui est Internet, l'Internet des objets, Internet of Things, la fiabilité de communication et societal challenges, c'est-à-dire comment on essaye d'implémenter ces technologies émergentes, disons, dans notre quotidien et pour résoudre des vrais problèmes et des vrais challenges. Il n'y a pas mieux que d'expliquer ça avec ce que nous vivons actuellement. Le Covid, on essaye non seulement avec des médecins et des scientifiques dans le domaine biologique de trouver une solution, mais l'informatique, elle y est d'une très grande partie. Voilà. Maintenant, ce que je peux conclure comme un parcours par rapport à mes présentations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous un ensemble, disons, de conseils, un processus pour savoir comment présenter. Alors, les présentations, moi, j'en ai fait plein dans toute ma vie. Tout d'abord, je suis toujours invitée en tant que guest speaker dans pas mal de conférences internationales telles que Microsoft Ignite pour 3 fois. J'ai été au centre de recherche du NASA dans la Silicon, à San Francisco où j'étais invitée pour parler aux étudiants de l'université Carnegie Mellon qui est, on va dire, hosted in NASA Research Center. Aussi quelques universités telles que San Jose State University et pas mal d'entreprises dans la Silicon Valley où j'ai effectué un grand programme d'échange, enfin une grande période de programme d'échange qui est Tech Women. Voilà. J'ai aussi présenté dans pas mal de conférences scientifiques parce qu'en tant que chercheur, on est amené à faire de la recherche scientifique, à valider nos travaux, mais aussi à les partager avec toute la communauté à l'échelle internationale. Donc, ma première présentation était dans Wireless Days en 2011 au Canada et suite à une bonne présentation, j'étais présélectionnée, mais suite à une bonne présentation, j'ai eu le trophée de Best Student Paper Award. Donc, pour vous dire à quel point les présentations sont importantes. Aussi, 2 ans après, en présentant dans les journées de laboratoire algérien, j'ai eu le prix de meilleure présentation parce que j'ai présenté mes travaux de thèse. J'ai été aussi finaliste dans une compétition qui était effectuée dans notre école pour le prix de la meilleure thèse.
Et bien sûr, ce que je considère important par rapport à tout le parcours de mes présentations, c'est les interviews que j'ai faites pour les offres de travail ou bien pour les programmes et les bourses et les programmes d'échange ou bien pour les médias tels que la télévision et les journaux, etc. Mais aussi, les présentations et les communications, on en fait tous les jours. On peut les considérer dans notre quotidien. Moi-même, en tant qu'enseignante et en tant que chercheur aussi, j'en fais beaucoup. Voilà. Ce que j'aimerais aussi signaler, c'est que il y a, tout au long de cette présentation, on aura un ensemble de ressources. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, mais aussi il faut vraiment que j'insiste qu'il y a quelques ressources que j'ai prises de euh, certains workshops que j'ai pu assister ou faire partie, notamment plusieurs ateliers durant le programme Tech Women. Donc, j'ai été visiter LinkedIn, Salesforce, Autodesk et tout ça. On nous a fait pas mal d'ateliers pour leadership, communication skills, etc. Et donc, j'ai pris quelques informations que vous allez les trouver certains dans cette présentation. J'ai aussi eu la chance d'avoir une discussion directe avec le marketing director de Synopsys. Synopsys, c'est une entreprise qui est à la Silicon Valley et qui vendent tout simplement, vous ne les connaissez pas, mais Synopsys, c'est everywhere, votre vie quotidienne. Ils vendent des petits circuits dans tous les dispositifs électroniques que vous avez. Donc, si vous avez un Apple, si vous avez un Microsoft Surface, si vous avez une voiture Chevrolet, vous avez un Synopsys. Donc, vous voyez que les clients, c'est pas nous, mais c'est les grandes entreprises qui sont en train de nous vendre leurs produits. Et donc, le marketing, c'est très important. Et Megan Lee nous a partagé un petit peu les astuces qu'ils font pour réussir une bonne présentation vis-à-vis de leurs clients. Mais aussi, il y en a pas mal de ressources que je viens de citer dans ce slide, mais surtout, c'est l'expérience de la vie, parce qu'on commence d'un état, mais on finit à apprendre. C'est comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, au fur et à mesure, on apprend. La preuve, par exemple, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est d'insister, d'insister sur l'organisation, de commencer un quart d'heure avant pour éviter tout problème. Et pourtant, on a commencé 10 minutes avant et il a suffit juste de switcher depuis le téléphone vers le laptop pour que tout ce problème arrive. Voilà, donc life experience, ça nous fait euh, apprendre beaucoup de choses. Alors, on démarre tout de suite. Je vous ai promis de vous donner 5 étapes pour réussir une présentation. Je vais vous donner un aperçu général ici parce que finalement, on ne va pas suivre les 5 étapes de la même manière. C'est-à-dire, on ne va pas les suivre. Ce n'est pas un processus, c'est un ensemble. C'est comme une recette. On va faire une recette ensemble. Je vais vous donner les 5 ingrédients qui vont vous permettre de réussir plus ou moins votre présentation. Le premier ingrédient, et c'est la première étape d'ailleurs, donc c'est un ingrédient, mais aussi dans le timeline, c'est avec lequel on démarre, c'est les prérequis. Donc, ce que j'appelle prérequis, on va le détailler ensemble, mais c'est avant même de démarrer une présentation, il vous faudra un passage par cette phase de prérequis. Ensuite, il y a les 3 étapes que j'appelle les 3 S. C'est de savoir préparer son support, le speech et le speaker. Le speaker, c'est-à-dire vous-même. Donc ça, c'est les 3 ingrédients principaux de votre recette pour que ça réussisse. Je sais que je vous torture dans un jour de Ramadan en disant recette, mais c'est pas grave, c'est une recette qui sera bien méritée après l'Adhan, Inch'Allah. Le 5e élément, c'est notre élément magique que je laisse en surprise et que je vous invite à suivre toute la présentation pour comprendre pourquoi on a laissé ça un petit peu sans le dévoiler au départ. En tout cas, il n'aura pas de sens tant qu'on n'a pas vu tout le reste. Alors, une fois que je vous ai donné ça,
vous n'allez pas partir tout de suite parce que ça n'a absolument aucune valeur. Donc, ce qu'on va voir dans les slides qui suivent, c'est ce qui nous permettra finalement de pouvoir comprendre c'est quoi prérequis, c'est quoi support, c'est quoi speech et c'est quoi speaker, et finalement dévoiler c'est quoi cet élément magique. Donc, on ne va pas les voir dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, mais à un certain moment, on va les mélanger, surtout les 3 S. C'est-à-dire, à un certain moment, on va parler d'un concept. Vous allez voir qu'on parle du support. Quand on dit il faut expliquer, on parle du speech. Quand on dit il faut se comporter, on parle du speaker, par exemple. Mais vous allez comprendre vous-même et ça sera très facile et très évident. Alors, on commence par les prérequis. Je vous ai parlé des 3 S qu'on va voir plus tard, mais en termes de prérequis, il faut connaître les 3 clés. C'est quoi nos 3 clés? C'est de connaître l'audience, de connaître votre sujet et de connaître le présentateur, c'est-à-dire connaître soi-même. On va commencer par connaître l'audience. Ce qu'on veut éviter, c'est surtout d'avoir une audience telle que celle qui est sur cette photo. C'est-à-dire que on doit éviter au maximum l'ennui de l'audience. On doit toujours capter notre audience. Mais tout d'abord, on doit se poser la question, c'est qui notre audience? Pour le cas de vous, étudiants, ça peut être le jury professionnel qui est là pour évaluer votre travail et vous décerner le diplôme. Mais pour un responsable marketing, ça va être les clients. Pour quelqu'un qui veut lancer sa start-up, ça peut être les investisseurs, etc. Mais il faut vraiment se poser la question, quelle est mon audience? Parce qu'il faut presque la poser à haute voix, parce que dès qu'on détermine notre audience, on pourra finalement, comment dirais-je, on pourra finalement orienter tout le reste, les 3 S, le support, le speech et le speaker. Voilà. Donc, il faut poser les questions pour quel est le but de leur participation, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que je dois partager avec eux. Donc, le but je donne l'exemple d'un jury professionnel pour une soutenance d'ingénierat ou doctorat ou peu importe. Donc, le but de leur participation, ils sont là pour vous évaluer. Donc, vous êtes obligé de les convaincre que votre travail mérite d'avoir le diplôme requis. Voilà, que dois-je partager? Qu'est-ce que je suis censée partager exactement? Comment aussi les convaincre et comment les garder attentifs? Et ça aussi, c'est très important, comment capter l'attention de l'audience, surtout si c'est une présentation qui dure très longtemps. Voilà. Connaître soi-même, c'est aussi important. Ça pourrait vous paraître un petit peu bizarre de se poser cette question ou de dire c'est déjà une clé, mais c'est important de le savoir parce que avant même de commencer de préparer sa présentation, il faut savoir c'est quoi les points forts et les points faibles que nous avons parce que nous ne sommes pas un présentateur parfait. Personne ne l'est. Et du coup, il faut savoir, est-ce que nous sommes de type timide? Est-ce que nous sommes, ou plutôt introvert, extrovert? Est-ce que nous sommes est-ce que on est, enfin, je suis un présentateur qui parle trop rapidement ou plutôt assez lentement? C'est-à-dire, il y a certains, au moment de stress, ils parlent assez rapidement qu'on n'arrive même pas à les suivre. Et d'autres, c'est plutôt très lentement qu'ils vont faire des coupures et des très longues pauses. Est-ce que je suis un présentateur qui a l'habitude d'utiliser des acronymes, du jargon, qui introduit des petits termes un petit peu enfin, mal placés pour une présentation professionnelle? Est-ce que aussi je suis un présentateur qui a tendance à lire depuis les slides, et je dis bien les slides et non pas enfin, la projection et non pas l'ordinateur? Et est-ce que je suis quelqu'un qui connaît son sujet? Ça, c'est très, très important parce que s'il y a une chose en commun qui réunit le présentateur, l'audience et tout le monde qui est là, c'est au fait, c'est qu'ils sont là pour savoir ou bien pour évaluer ou bien ils sont là tout simplement autour d'un sujet, autour d'un projet. Nous sommes tous là
pour parler, apprendre, savoir, poser des questions sur le principe de réussir sa présentation. Donc, est-ce que je connais mon sujet avant même de démarrer ma présentation? Et la troisième clé, c'est de connaître son projet ou bien son sujet. Donc, je suis là pour présenter quelque chose, pour présenter un principe, un projet, pour exposer un sujet. Quelle est cette problématique que je suis là d'exposer? Avant de préparer ma présentation, avant de venir ici être avec vous, je comprends que mon audience, elle est là pour apprendre, pour avoir le maximum de conseils, d'outils pour réussir une présentation. C'est quoi la solution? La solution, c'est tout simplement ce que je vais vous présenter. C'est partager mon expérience, c'est donner ces conseils-là, c'est de rediffuser en quelque sorte tout ce que j'ai pu apprendre ou avoir de la part disons, des gens de référence, notamment ceux de la Silicon Valley. Pour le domaine technologique, vous ne serez pas en désaccord avec moi. Et c'est quoi votre contribution? Il faut donner une contribution. Dans un sujet de soutenance, il faut montrer qu'on est là pour proposer quelque chose de nouveau, pour montrer que nous sommes capables d'exploiter nos connaissances de toutes les 5 ans, les connaissances acquises durant toutes les 5 ans d'études, par exemple, et de montrer que nous avons fait quelque chose de plus. Voilà. Mais une fois on connaît ces 3 clés, une fois on fait cette micro-discussion avec soi-même, on va dire maintenant comment on va présenter son projet, comment je vais préparer et présenter mon projet au final. Et c'est là où on passe dans les 5 étapes que nous avons présentées aux trois prochains, c'est-à-dire connaître les 3 S. On va passer au deuxième qui est le support, troisième qui est le speech et le quatrième qui est le speaker. Et juste avant d'enchaîner, si vous me permettez, je vais jeter un coup d'œil sur le chat. Comme ça, je ne risque pas de rater. Je suis très désolée pour ceux qui attendent dans le waiting room. Mais bon, voilà. Très bien. Alors, on continue. Je vais vous dire pourquoi je me suis arrêtée, parce que il y a une fois où j'ai présenté, enfin, le premier webinaire que j'ai fait, et il me semble que j'étais, bon, malheureusement, le chat, il n'apparaît pas ici quand je lance la présentation en plein écran, mais j'aurais aimé de pouvoir suivre au même moment que vous. C'est-à-dire, Sinon, chère madame, c'est bon, je l'ai. Oui, oui, sinon, on laisse les questions pour la fin. oui, bien sûr, on laisse les questions pour la fin, mais justement, ce que je voulais dire, par exemple, dans le premier webinaire, il y avait 2, 3 personnes qui m'ont écrit dans le chat, ça va trop vite, ça va trop vite. Donc, pour moi, j'ai compris que finalement, il fallait baisser le rythme, parce que pour moi, c'est quelque chose que je maîtrise bien, mais je n'ai pas fait attention que finalement, il fallait plutôt parler tout doucement. Mais aussi, quand on est online, c'était ma première expérience. Quand on est online, finalement, l'assimilation, elle met du temps pour arriver. Et du coup, j'aimerais bien quand même voir ce qu'il y a dans le chat pour pouvoir quand même interagir avec vous. Mais je ne vais pas répondre aux questions tout de suite. On va laisser à la fin, tel que tu viens de le dire, Taïba. Donc, pour connaître les 3 S, le support, le speech et le speaker, je vais vous donner un ensemble de pratiques qui vont vous aider à le faire, et qui finalement on va faire un tour, comment préparer son support, comment préparer son speech et comment se comporter aussi en tant que speaker. Voilà. La première chose à faire, c'est celle qu'on a déjà dit dans la clé de l'audience. C'est de savoir comment attirer l'attention. Parce qu'il y a une règle qui dit qu'un présentateur, les 2 premières minutes d'une présentation, c'est les minutes en or. Soit on capte l'audience et on les accroche jusqu'à la fin, soit on les perd et on risque de les perdre
pour de bon. Et quand je dis 2 minutes, les 2 premières minutes, je parle d'une présentation de 30 minutes minimum. C'est-à-dire, si on est sur une présentation de 10 minutes, c'est les 30 secondes. Donc, c'est très proportionnel par rapport à la durée de votre présentation, mais vraiment, c'est le début qui va être décisif pour dire que finalement, je peux capter l'attention de l'audience. Ça ne veut pas dire quand même de commencer très haut et puis baisser le rythme et faire tout ce qu'il ne faut pas durant la présentation. On peut aussi les décrocher à tout moment, mais il ne faut surtout pas louper le démarrage. Parce que si on loupe le démarrage, même si on est très bon au départ, au milieu, c'est-à-dire après, c'est bon, on les a ratés. Et ici, je donne toujours l'exemple d'un passant sur un boulevard rempli de magasins et qui doit prendre la décision depuis quel magasin il doit acheter un vêtement. Mais il se trouve qu'il est entre deux choix. Un magasin qui est tout sombre, qui semble tout poussiéreux, qui n'a pas exposé sa marchandise sur la vitrine et qu'on ne sait même pas est-ce qu'il a ce qu'on cherche ou pas. Et l'autre qui est bien soigné, qui vous attend devant la porte de son magasin, qui a une vitrine toute lumineuse, qui expose bien le vêtement sur un cintre avec des accessoires, etc. Et à votre avis, votre instinct, il va partir dans quelle direction? C'est clair, c'est celui qui va vous exposer la chose dont vous cherchez. Donc, c'est ça, c'est cette vitrine-là qu'il faut cibler. Donc, c'est vos 2 premières minutes. Voilà. Et la première chose qu'on peut faire pour attirer l'attention, c'est de prendre quand même la peine de souhaiter la bienvenue à l'audience et de leur parler. On n'est pas là pour, on va dire, démarrer quelque chose d'automatique pour dire bonjour, merci d'être là, nous sommes ravis. On va juste démarrer notre projet, mais il faut le faire en notre présentation, mais il faut faire d'une manière très sincère. Il y a une façon de le faire, c'est toujours, on conseille de faire le eye contact, c'est-à-dire d'essayer de regarder votre audience, de dire qu'on est là, oui, on sait que vous êtes là pour nous, mais on apprécie votre présence. Alors, j'anticipe et vous allez me dire peut-être que par timidité ou par peur ou par stress, on ne peut pas voir les gens directement dans les yeux. Il y a une astuce. La première, c'est que si vous avez une grande audience, déjà, choisissez les gens que vous connaissez. Ramener votre petit frère Touaïché les Fouddar parce qu'il fait toujours et ça vous donne le sourire, une amie intime, c'est-à-dire un collègue ou un étudiant avec qui vous vous sentez très à l'aise. Ça de un. De deux, même si vous devez regarder, on va dire, votre jury. L'astuce, c'est de ne pas faire le eye contact, mais c'est de regarder entre les yeux. C'est regarder le front. Vous allez faire semblant que vous êtes en train de regarder la personne elle-même. C'est entre les yeux. Mais au final, vous n'avez pas fait ce eye contact qui va peut-être vous rendre encore plus stressé. Voilà. Donc, c'est une façon de attirer l'attention de l'audience, de montrer que vous êtes là pour interagir avec eux, même si vous n'allez faire aucune interaction, sauf que de montrer ou présenter votre travail. Ce qui est aussi important pour attirer l'attention, c'est le choix de votre titre et le choix de votre introduction. J'ai anticipé en vous donnant la règle d'or des 2 minutes, mais ce choix d'introduction, ça vous permet aussi de capter l'attention. Et le choix du titre aussi, il faut que ça soit court et efficace. Dans le sens où il faut que ça soit captivant. J'aurais pu peut-être vous donner un titre sur deux lignes pour vous dire venez apprendre comment réussir sa présentation et éviter tout échec. Mais quand je vous dis 5 étapes, déjà,
c'est captivant dans le sens où 5, c'est très facile à retenir. On peut les retenir sur les doigts d'une seule main. D'accord? Il y a le mot-clé réussir, il y a le mot-clé présentation. Donc, on ne cherche pas plus. Voilà. Et euh, peut-être pour moi, c'était trop facile parce que c'est une présentation toute simple, mais si on est dans un domaine technique, etc., euh, essayez de ne pas tout mettre dans le titre parce que c'est vrai que derrière un travail d'une année pour les étudiants qui sont avec nous ou derrière le travail de plusieurs années pour un entrepreneur qui veut pitcher son idée à des investisseurs, etc., il y a des choses qui sont invisibles et qu'on aimerait tellement les montrer que finalement, ça va encombrer et le titre et la présentation elle-même. Ça va venir par la suite, mais l'essentiel, c'est le titre. Il devrait y avoir les mots-clés. Pourquoi on est là? C'est répondre à la première question, pourquoi on est là? Et on dit toujours une autre règle d'or, less is more. Donc, moins on écrit, plus c'est significatif. Voilà. Ensuite, maintenant, un autre point très important pour les 3S, un quatrième S peut-être, c'est la story, c'est que dans notre présentation, tout notre projet doit être présenté comme une histoire. C'est tout un art de ce qu'on appelle le storytelling, c'est de savoir raconter un projet, un sujet, on va dire un projet même technique, comme si on est en train de raconter une histoire. Pourquoi c'est important le storytelling? Parce que souvent on dit people won't remember what you say, they will remember how you make them feel. Ce qui veut dire que les gens ou l'audience qui est avec vous, c'est très rare où on va retenir tout ce qu'on dit, mais le plus important, c'est qu'ils vont retenir comment ça a été, quel est le sentiment que vous avez pu laisser après cette présentation. Et quand on parle de sentiment, ne dites pas qu'on n'est pas concerné quand il s'agit d'une soutenance ou d'un projet scientifique, etc. Parce que refléter un professionnalisme, c'est un sentiment. Refléter une connaissance, être connaisseur de son sujet, c'est un sentiment aussi. Mais venir expliquer quelque chose de scientifique sans que les autres puissent comprendre, c'est le seul sentiment qu'on peut sortir avec, c'est la frustration. Alors, même si votre sujet il est important, est-ce que cette frustration, finalement, va dire qu'on a appris quelque chose? Le plus important, c'est votre audience, ce n'est pas votre sujet. Donc, il faut l'adapter pour que l'audience sorte satisfaite de ce que vous avez présenté. Et voilà, je reçois déjà la première question et justement, j'y viens. Parce que souvent, on me dit dans un sujet scientifique, ah, c'est pas possible de raconter une histoire. Ce qu'on veut dire surtout par une histoire ici, c'est le fait, c'est pas de faire du drama ou hawtah ou hawnat, etc. C'est plutôt d'avoir un enchaînement, to have a flow. C'est avoir un flux. Donc, dans une histoire, dans un film, dans une histoire que vous pouvez lire dans un livre ou tout autre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un début, mais pour chaque passage, d'un scénario à un autre, d'un événement à un autre, d'une situation à une autre, il y aura toujours un enchaînement. On ne peut jamais couper l'histoire ou l'idée au milieu et passer à autre chose sans comprendre pourquoi on a fait ça. Même s'il y a dans un film encore ou dans une histoire des allers-retours entre le passé, le présent et peut-être le futur, on a toujours cette possibilité de montrer comment on est en train de basculer entre ces temps-là. Donc, quand on parle de storytelling, c'est surtout d'avoir un flux, d'avoir un enchaînement. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi dans la storytelling, c'est de montrer que vous êtes passionné, que vous maîtrisez votre sujet et que vous donnez de la valeur, vous proposez de la valeur ajoutée dans votre présentation. S'il vous plaît, pour ceux qui ont le micro
activé, veuillez le désactiver, s'il vous plaît. Ensuite, je disais que how you make them feel, c'est déjà qu'ils sortent que vous êtes quelqu'un de passionné, qui maîtrise son sujet et qui propose de la valeur ajoutée, notamment pour les sujets de soutenance de fin d'études. Et la meilleure façon pour dessiner l'histoire, vous allez voir que dans une présentation, ce qui est difficile, c'est pas le sujet lui-même, c'est pas ce que vous avez fait avant la présentation, c'est plutôt la façon de le montrer. Vous avez peut-être fait un travail de 9 mois, une année, peut-être moins, peut-être plus, mais même si le travail il est trop dur, ce qui est encore plus dur, c'est de savoir quelle est la façon la plus élégante, facile, la plus juste, la plus correcte pour présenter ce travail à une autre personne. Et une des astuces qu'on peut faire, c'est de dessiner cette histoire, de prendre des petits blocs en disant que la première étape, on va introduire le domaine de l'Internet des objets. Bon, je travaille sur l'Internet des objets, je dois au moins expliquer ce que c'est. Ensuite, quand je définis ça, je dois finalement dire quelles sont les caractéristiques de cette technologie. Je vais dire que l'Internet des objets, c'est partout, c'est dans nos téléphones, dans notre smartwatch, dans notre bus, dans le poteau d'éclair, dans les éclairages publics, etc. Ensuite, je vais dire quel est le problème que je veux régler dans l'Internet des objets. Je vais parler que finalement, on veut rendre une cité intelligente, c'est-à-dire minimiser la consommation énergétique. Par exemple, l'éclairage public, on va faire une façon automatique que l'éclairage va s'éteindre ou s'allumer selon la luminosité ou selon le passage des gens, selon la présence des personnes. Le micro, s'il vous plaît. Ensuite, on va parler Madame, de la contribution. Oui, Madame, s'il vous plaît, si vous pouvez me nommer comme co-animatrice pour désactiver les micros moi-même, puisqu'ils ne répondent pas. oui. Attends. Non. Je vais juste voir où est-ce que je peux le faire. Je vais le trouver dans participants. Donc, tu as le compte. طيبة مرغات. J'essaie de voir ton compte. C'est là. Oui, c'est ça. Moi. Je t'ai mis en host carrément, donc à toi de régler tout ça. D'accord, merci. D'accord, host. Voilà. On continue. Ensuite, on a dit que qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, c'est de faire un storytelling, c'est de prendre un tableau blanc et c'est de dessiner quelles sont les étapes pour raconter l'histoire. Et vous devez être capable de voir le bout de tunnel du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire comment je vais commencer, sachant que tout cela, déjà, comme les 3 clés, et surtout l'audience, parce que l'histoire, à qui vous allez raconter cette histoire. D'accord? Si c'est un jury professionnel, vous n'allez pas rendre, vous pouvez laisser par exemple les termes techniques parce que c'est un professeur dans le domaine, etc. Euh, on est entre professionnels dans un cadre de formation universitaire, etc. Si c'est un investisseur, par exemple, pour un entrepreneur, etc., il n'est pas censé connaître tout le background technique que vous maîtrisez. Donc, il faut faciliter, il faut savoir comment changer et expliquer d'une manière très simple, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle dessiner l'histoire. Après, on parle de ce qu'on appelle préparer le elevator pitch. Ça, c'est très important, même si c'est pas ce que vous allez faire dans votre présentation, mais c'est bien de faire cet exercice. Alors, je vous explique c'est quoi le elevator pitch. C'est le fait de pouvoir expliquer
en un très peu de temps tout le concept de votre projet. C'est-à-dire votre présentation qui est censée prendre 30 minutes, il faut la faire en 3 minutes. Je dis bien 3 minutes. Pourquoi on l'appelle elevator pitch? Tout simplement parce que on dit que c'est d'être capable d'expliquer le sujet, le temps de prendre à quelqu'un, le temps de prendre un ascenseur avec lui. Alors, combien ça prend un ascenseur pour arriver à 80 étages, on va dire? Vous voyez, donc par analogie, c'est tellement rapide qu'il faut savoir prendre exactement les mots-clés ou encore les choses les plus importantes à citer. Et comment on fait le elevator pitch? 3 minutes, c'est vrai que c'est très it's challenging, c'est quelque chose de pas évident à le faire. Souvent, on commence, par exemple, pour les 3 minutes, on commence par 10 minutes. Et on explique, on prend notre temps, dans 10 minutes, on explique que nous sommes en train de résoudre un problème de Smart City. On veut minimiser, réduire la consommation énergétique dans toute la ville en prenant en compte le mouvement comment dirais-je, des citizens, les citoyens, en prenant en compte l'éclairage par rapport aux jours et nuits, etc. Et comment on a fait ça? Vous allez détailler d'une solution technique. Nous avons fait un algorithme basé sur l'apprentissage machine learning. Vous allez donner cet algorithme, comment ça fonctionne, quels sont les résultats, etc. C'est bon? Vous avez pris 10 minutes. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, maintenant, je dois le faire en 5 minutes. Et en 5 minutes, c'est réduire carrément à moitié. Vous pouvez le faire en 7 minutes, par exemple. C'est pas grave. Et pour passer de 10 à 7 ou bien de 10 à 5, vous allez dire quelle est la chose que je peux réduire, que je peux éliminer, que je peux remplacer une phrase par un mot et qui pourra me faire gagner les 3 minutes que je dois finalement éliminer. Et ainsi de suite. De 7 à 5, de 5 à 3, et on est arrivé à 3. Pour finalement, comme on dit, récupérer que le concentré du concentré de votre travail. Voilà. Le storytelling aussi veut dire que vous avez un flux qu'il faut suivre. Là, je propose, je sais que vous êtes énorme, d'autant plus qu'on est passé sur un Facebook Live, donc c'est pas évident de traiter tous les types de présentations, mais vu la première demande et la première nécessité qui est pour les étudiants, j'ai pris l'exemple d'un projet de fin d'études. On veut soutenir son projet d'ingénieur ou sa thèse de doctorat. Souvent, je dis bien souvent, même si nous avons des disciplines et des domaines assez variés, mais assez souvent, on a un flux commun pour raconter notre projet. Je dis bien raconter juste pour relier à une histoire. Tout d'abord, il faut toujours commencer par un contexte. Nous sommes là pour résoudre pourquoi. Nous sommes là dans quel contexte? Est-ce que je suis là dans le contexte de l'Internet des objets dans l'informatique, ou je suis là dans le contexte de analyser une cellule souche en biologie, etc. Ou plutôt, je suis là dans le contexte de faire un design ou bien monter pour une architecture d'un bâtiment selon un style tel, dans un domaine d'architecture, etc., etc. Ensuite, c'est quoi notre problématique? L'architecte, il a un terrain, il a une orientation soleil, il a son client qui veut faire tant d'étages, tant d'activités, etc. Il veut réaliser, il veut lui faire le design. L'informaticien, il a un problème de consommation énergétique, de gaspillage par l'éclairage public. Il veut proposer quelque chose d'intelligent pour résoudre cette consommation. Donc, il faut montrer la problématique. D'accord? Ensuite, on passe à l'état de l'art ou bien ce qu'on appelle aussi l'étude de l'existant. C'est-à-dire que nous sommes là souvent pas avec une exclusivité dans le sujet. Souvent, la plupart des sujets que nous traitons tous,
ils ont, on va dire, de l'historique. Et il faut montrer, avant nous, il y avait quoi? C'est-à-dire, quelle est l'étude de l'existant? Quelles sont, par exemple, les exigences de notre client? Quelles sont les solutions jusque-là qui ont été déjà faites et pourquoi ça ne marche pas pour ce cas particulier, etc. Ensuite, on passe à la solution ou plutôt à la contribution. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on vient proposer ici, dans notre PFE, dans notre sujet? Comment on a pu résoudre le problème de gaspillage dans l'éclairage public? Comment on a fait pour économiser de l'énergie? Et après, cette solution, qu'on la montre de point de vue technique, il faut la montrer de point de vue validation. Comment je peux dire que ma solution, elle répond à la problématique qu'on a vue dans le premier point? Bien sûr, je vais montrer que j'ai effectué des expérimentations, par exemple. Je vais montrer les chiffres qu'il y avait tant d'énergie consommée avant la solution, mais une fois la solution déployée, on a réduit la consommation énergétique ou la électrique par temps, par 20%, par 30%, etc. Donc, la validation, on montre tout le processus qu'on a suivi pour montrer que finalement, cette solution, elle est solide. Je n'ai pas ramené quelque chose et puis sans montrer pourquoi ça ne marche pas. Et il faut toujours clôturer, il faut toujours terminer, mais comme rien n'est parfait, rien ne commence par nous et rien ne termine chez nous, la science continue, donc il faut aussi, de préférence et souvent recommander d'ouvrir des perspectives. Comment je peux améliorer cette solution? Quels sont les points non abordés? Parce que les perspectives aussi, ce qu'il y a derrière, toujours ce slide, il est dédié aux étudiants plus ou moins, mais on peut se projeter d'une manière générale. Les perspectives vont montrer aussi ce qu'on appelle the scope of the project, l'étendue de votre. Voilà. Alors, on continue. Donc, on était juste avant. J'essaie quand même d'accepter tout le monde. Juste avant, on était sur le flux. Voilà ce qu'on a montré. Donc, la première des choses, on a dit qu'il faut attirer l'attention, il faut dire bonjour, la phrase de courtoisie, etc. Ensuite, il faut trouver une histoire à votre projet. Et ensuite, il faut savoir clôturer. Ça fait partie, en fait. Ça fait partie de flux qu'on vient de montrer. Et quand on clôture, c'est qu'il faut toujours rappeler le départ. C'est pour cela que je vous ai dit tout à fait au début, souvenez-vous, comme il faut savoir, il faut connaître le bout du tunnel. Depuis le début vers la fin, il faut savoir comment le faire. Aussi, rappeler plus ou moins, où il faut qu'on sache quelle est la solution proposée, ce que vous avez fait exactement, quelle est la valeur ajoutée pour cela et quelles sont les perspectives, comme je viens de vous dire, quelle est la chose qui sort de votre projet, c'est-à-dire comment on peut l'améliorer d'une certaine manière ou une autre. Et aussi, toujours, que doit-on conclure? C'est-à-dire, que doit-on conclure, pas clôturer? Que doit-on conclure? À l'audience, comment elle est supposée sortir ou conclure de votre présentation? L'istintaj, qu'est-ce qu'on peut conclure de votre présentation? D'accord? C'est comme ça qu'il faut toujours clôturer. Pas rappeler la problématique de départ, il faut dire nous allons faire, nous avons fait. Nous allons programmer, nous avons programmé. Ce n'est pas une question de conjugaison dans le temps. Il faut dire que on démarre d'une problématique et d'un ensemble d'objectifs. Vers la fin, voici ce que nous avons réalisé, 1, 2, 3, pour répondre à l'objectif 1, 2, 3, par exemple. D'accord? Voilà. Et donc, une fois on fait ça, on doit aussi préparer notre présentation. Tout ça, tout ce qu'on vient de faire, c'est le whiteboard. C'était comment dessiner votre histoire, comment faire le flux. Maintenant, on va dire comment préparer la présentation, le slide lui-même. Et pour préparer le slide, gardez s'il vous plaît les questions pour l'état de l'art, etc. pour plus tard, mais on va en répondre, Inch'Allah. Préparer la présentation, donc c'est carrément le support. Donc voici quelques règles vraiment à respecter parce que c'est très très important.
La première règle à respecter, c'est toujours de préférer dans un slide, il faut qu'il y ait plus de vide que d'écriture. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, il ne faut pas encombrer votre slide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais revenir en arrière et dites-moi à quel point mes slides sont lourds en écriture. Combien j'ai écrit, ou là, ça prend combien de temps pour lire ce que j'ai écrit. Regardez, tout est c'est quelques petites phrases, parce que le but d'un slide, c'est quoi? C'est non seulement d'être un repère pour le speaker, pour dire voilà ce que je vais dire dans ce slide-là, mais aussi c'est de montrer les mots-clés pour l'audience pour qu'il capte ces mots-clés. D'accord? Donc, préférez un slide pas trop chargé. Ce qu'on préfère aussi, c'est des phrases nominales. C'est-à-dire, au lieu de dire liste énumérée, par exemple, préférez les phrases nominales. Il faut absolument écrire des phrases nominales. Sujet, verbe, adverbe, etc. Non, préférez les phrases nominales. D'accord? Par exemple, le premier point que j'ai écrit, c'est liste énumérée. Entre parenthèses, max 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce point-là, je vous conseille, au lieu d'écrire des paragraphes, il faut utiliser plutôt une liste énumérée, telle que je suis en train de le faire ici. C'est-à-dire des points, ou bien 1, 2, 3, 4. Et aussi, au maximum, il faut qu'il y ait 9 éléments. Donc, tout ça, tout ce que je viens de dire dans le speech, je l'ai écrit liste énumérée, maximum 9. D'accord? On dit aussi qu'un slide, c'est souvent 1 minute et c'est souvent une idée. Ça veut dire quoi? Un slide, il est en vol plus qu'1 minute, 2 minutes au maximum. Ou à projeter, l'audience va s'ennuyer. On a l'impression qu'on est en train de regarder la même chose, même si on est en train de dire beaucoup de choses dans le même slide. Maintenant, il faut couper au final. D'accord? Mais en même temps, c'est une idée. C'est-à-dire, à chaque fois, je vous ai dit, vous allez faire beaucoup d'autodiscussion. Vous allez parler à vous-même beaucoup. À un certain moment, quand je vais ajouter un nouveau slide, je vais dire, dans ce slide, qu'est-ce que je veux passer comme idée? Dans ce slide, moi-même, je veux passer comme idée quelles sont les règles à respecter pour faire un support. Pas pour faire une histoire dans le projet, pas pour comment attirer l'attention, pour faire un support. Je vais lister les conseils pour réaliser un slide. D'accord? Donc, un slide, c'est une idée. Je ne peux pas, par exemple, parler de storytelling et de les règles à respecter dans le même slide. Je vais rester trop longtemps et je vais perdre l'audience. Même le contenu, comment je peux le diviser en deux, comment je vais faire. Alors faites attention quand je dis dans un slide c'est 1 minute alors que a même pas une trentaine de slides et je fais plus que 30 minutes, c'est évident parce que c'est pas le même type de présentation, d'accord? Et là, vu le online et vu pas on n'est pas en direct, donc je prends le temps d'expliquer point par point, etc. Mais moi, je parle dans le cadre notamment de votre sujet, de votre soutenance, etc. Préférons aussi les figures parce qu'on dit qu'une figure vaut mieux que 1000 mots. Et il faut respecter un style, un code de style, ce qu'on va voir après dans ce qu'on appelle les 12 and don'ts. 12 معناها to do, les choses à faire, and don'ts معناها not to do, معناها les choses à ne pas faire. Je vous ai gardé un slide vers la fin pour expliquer ça. Donc, déjà, votre support de présentation, il faut qu'il soit très simple. Il faut qu'il respecte un code vraiment très, très simple, scientifique ou autre. Il faut vraiment qu'il soit très... Il faut que le but le plus important, c'est l'idée elle-même. Alors, je vous donne ce slide et je laisse les gens sur le chat nous dire que pensez-vous de ce slide, de ce style-là? Que pensez-vous tout court? Pas clair, merci. Ahla. Le vert. Le vert, oui. Illisible, très difficile à lire. Trop de couleurs. Oui, netteté, illisible. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je vous donne ça. Est-ce que c'est mieux ou c'est pire? L'autre côté à droite.
Bien sûr, c'est pas dans le même slide qu'on va utiliser les mêmes couleurs, hein. C'est mieux, beaucoup mieux. Voilà. Donc, dans ce slide, ce que je veux passer comme message, c'est ce qu'on appelle le contraste. Le contraste, c'est par rapport à ce que vous écrivez et à la couleur qui est dans le background. D'accord? Donc, ce qui est mauvais, c'est de choisir deux couleurs qui se rapprochent. Le premier, par exemple, le vert, il était avec presque un jaune. Le bleu, il était avec un rose et du coup, ça les rend presque illisibles. D'accord? Sans parler carrément du choix de couleur. Pourquoi on fait un orange? Pourquoi on fait un mauve, etc. Bon, parfois, peut-être si on est dans une entreprise où on a une charte couleur, où toute l'entreprise elle est en vert, etc. On est obligé de mettre le vert partout. Mais bon, le plus important ici, c'est surtout de dire qu'il faut choisir un contraste. Et il n'y a pas mieux que le contraste qui m'a عندكم dans un cahier. Le noir sur blanc, tel que dit le proverbe. Noir sur blanc, بالكم مش معناها كي يقول لك dites-le noir sur blanc. معناها dites-le en très clair. Donc il n'y a pas mieux que noir sur blanc, je vous le garantis. Voilà. Donc, mais encore une fois, si vous aurez par exemple à faire un cadre de couleur parce que par exemple vous devez présenter quelque chose de particulier avec la couleur et vous voulez ajouter du texte, faites attention sur la couleur du texte que vous allez mettre. Donc, le contraste, il est très important. La police du texte aussi, alors regardez ces polices que j'ai mis en front guideline, c'est vraiment dans une projection, c'est vraiment à éviter. Souvent, dans une présentation, ce qui n'est pas le cas dans un manuscrit, hein, ce n'est pas comme un rapport écrit imprimé. Donc, utilisez la police Arial. Donc, vous allez dire Calibri, Arial, c'est toujours dans la même famille. Elle est très facile à lire sur un support, sur un slide, sur une projection, tel que je l'ai utilisé ici. Utilisez un gras pour faire de l'effet. Regardez le mot effet, il est en gras par rapport à tout le slide. Peut-être c'est pour donner plus d'importance à ce mot, au mot effet. Donc, si vous avez un mot particulier dans le slide, où vous voulez attirer plus d'attention, faites-le en gras. Times New Roman, il est idéal pour les rapports, pour les manuscrits, pas pour les présentations. Je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais ça, c'est dans la neuroscience, c'est-à-dire que la perception de l'œil humain préfère, en projection, préfère Arial que d'autres choses. Voilà. Évitez le souligner. Quand vous soulignez quelque chose, souvent on associe ça à un lien. Vous êtes tous des générations d'Internet, vous savez qu'un lien, il est souligné. Donc quand on a le souligné, on a tendance à vouloir cliquer dessus. D'accord? Évitez aussi les italiques, tels que j'ai écrit le mot italique, parce que à force de d'écrire trop en italique, c'est trop difficile à lire. Assez rapidement, hein. Trop difficile à lire, très rapidement. Évitez les majuscules, tout en majuscules, parce que, comme disent les Américains, you look like you are shouting on people. Majuscule, comme si vous êtes en train de dire ça avec un cri. Sauf, bien sûr, bon, on n'exclut pas tout, sauf, bien sûr, par exemple, vous avez des acronymes. Tout se fait en majuscule pour les acronymes. Voilà. Et évitez l'ombre. Je ne l'ai pas fait ici, mais l'ombre, c'est comme, voilà, c'est un effet où votre texte, il a un petit peu d'ombre en gris derrière. C'est encore, enfin, ça rend le texte très difficile à lire. Voilà. Les animations, je n'ai pas fait d'animation ici parce que je ne sais pas la connexion comment ça va paraître. Et du coup, ça ne sert à rien de traîner les animations et avec la connexion, peut-être ça va fausser. Donc, j'ai juste écrit ce qui est bon. C'est des animations toutes simples. Déjà, évitez l'animation d'un slide à un autre. Évitez avec le slide les d'or ou les ou qui est en train de bomber, etc. Il n'y a pas mieux que de faire un appear, apparaître, sahel, float down, float up. Désolé, mon PowerPoint et trucs, tous mes outils sont en anglais, mais c'est très facile de trouver l'équivalent en français si vous utilisez des outils en français. Voilà. Mais et voilà, ce qu'il faut éviter, c'est le spinning, celui qui tourne, c'est celui qui bombe, c'est celui qui fait beaucoup de zoom, etc. Voilà. C'est celui qui, comment dirais-je, qui clignote. Tout ça, c'est à éviter. Donc, les animations, c'est important. Quand vous avez des graphes,
à illustrer. Ce qui est important, c'est qu'entre les deux graphes ici, le deuxième par exemple, attendez, est-ce que j'aurai un stylo? Je ne sais pas. Pardon. Donc, je vais juste essayer de faire un truc laser. Non, il n'y a pas. Ah oui, on est là. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est juste que utiliser des indicateurs pour dire voilà où on est. Par exemple, j'ai récupéré ce graphe de la présentation de Synopsys et il vous montre tout simplement au démarrage en 89, ils étaient à 0 en termes de revenus, mais au bout d'une, on va dire, vingtaine d'années, 25 ans, ils sont arrivés à 500 milliards de dollars de revenus. Et la photo parle d'elle-même. Voilà. Donc, c'est mieux d'illustrer les graphes. C'est pas projeter les graphes et pour vous, ça veut tout dire, cette évolution, ce graphe qui monte, ces pics qui montent et qui descendent, etc. Mais pour nous, même si ça pourrait être, on pourrait les lire, mais on va prendre plus de temps. Donc, c'est plus intéressant, par exemple, de nous faire ça. Au lieu de dire, au lieu de nous donner le graphe à gauche, avant, juste tel qu'il est, on va dire, on a réduit le nombre d'heures. C'est un autre graphe de Synopsys. On a réduit le nombre d'heures par 6,6 fois. Et ça parle de tout seul, l'amélioration. Comme je viens de vous dire, l'énergie électrique, on l'a réduit de tant de pourcents ou la tant de kilowatts. Donc, on va donner des chiffres et on va illustrer le graphe. Au lieu de dire, par exemple, si vous me donnez celui d'avant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une amélioration ou bien une dégradation? Parce que de 1 à 8, est-ce que quand je descends, c'est bon ou c'est mauvais? Donc, mais quand je dis 6,6 fois, c'est bon, parce que si c'était mauvais, je vais faire le moins. D'accord? Donc, voilà, c'est bien de prendre le graphe qui sort de votre simulation, de votre je ne sais pas, AutoCAD, de tous les outils que vous utilisez, etc. Mais prenez quand même le temps d'enrichir ce graphe, de le rendre plus parlant de lui-même. D'accord? Bien sûr, on me parle, l'animation tue la présentation si elle est trop exagérée. Oui, je suis tout à fait d'accord. La preuve, la seule animation que j'ai faite dans ma présentation, c'était dans ce slide. Et pourquoi? C'était tout simplement parce que je ne pouvais pas vous donner le slide comme ça aurait gâché ma question. Donc, il a fallu tout d'abord vous dire que pensez-vous de cette partie, que pensez-vous de celle-ci, et on arrive à la conclusion qui est le bon et qui est le mauvais. C'était la seule animation. Sinon, tout le reste, vous êtes peut-être d'accord avec moi que même sans animation, ça passe. Donc, pourquoi en ajouter? Alors, on arrive à l'élément magique. C'est quoi, à votre avis, l'élément magique? Qu'est-ce qui manque à ma présentation pour qu'elle soit parfaite? Alors, je vous laisse un peu de temps dans le chat et on va voir si on a quelques idées. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Les remerciements, ça peut être dans la clôture, oui. J'ai dit aussi les remerciements dans attirer l'attention. Bon, le speech, le body language, oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mhm. Ok. Vous avez plus ou moins trouvé la réponse et je vais la donner tout à fait au dernier slide. Mais avant cela, ce que je vais vous partager avec vous, je vous ai promis de partager le do's and don'ts, c'est-à-dire quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Donc, alors, on va commencer par surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut surtout ne pas dépasser le temps. Il faut ne pas dépasser ni trop peu, ni parler moins qu'il en faut.
Pourquoi? Parce que euh, c'est très important, de respecter le temps. C'est pas le temps de l'audience que vous êtes en train de respecter, c'est le respect vis-à-vis vous-même que vous êtes en train de montrer. Parce que on vous a donné 30 minutes pour présenter, il ne faut pas aller au-delà. Et encore, comment dirais-je, la, l'exercice de elevator pitch vous aide beaucoup à savoir à faire rentrer l'important dans le temps alloué. Le temps, il est de 30 minutes. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire moins, on ne peut pas faire plus. Plus qu'il en faut ou trop peu qu'il en est donné. Et du coup, il faut savoir comment on fait rentrer l'essentiel dans les 30 minutes allouées. Il faut aussi éviter, surtout ça c'est assez souvent, c'est une manifestation de stress de la plupart des étudiants, c'est de regarder la projection. Et je dis bien la projection. Et ce qui va résulter de ça, c'est qu'on va tourner le dos aux gens. Parce que quand on regarde la projection, elle est en face l'audience et nous, on est en face la projection. Maintenant, on est aligné avec l'audience et du coup, on est tourné au dos. Et ça, c'est très, très mauvais. Encore une fois, je vous ai donné l'histoire de eye contact qui peut être sur le front. Et du coup, normalement, vous êtes carrément censé regarder les gens, alors que vous ne les regardez pas, vous leur tournez le dos. C'est très, très, très déconseillé. Il ne faut pas présenter pour soi-même. Il ne faut pas venir parler avec les phrases qu'on est très à l'aise à comprendre. Il faut plutôt utiliser le langage que les autres arrivent à le faire. Et c'est pour cela que je vous ai dit, lazim hadik la micro-discussion avec soi-même. Est-ce que le fait d'expliquer le slide tel que je viens de le préparer, même le storytelling, avec le board quand vous le dessinez, est-ce que finalement, ça permet à mon audience, que je connais déjà les 3 clés, est-ce que c'est la meilleure façon pour comprendre? Voilà, il faut toujours se poser la question avant et après. Quelle est mon audience? Comment je peux l'aborder? Et est-ce que finalement, ils vont comprendre ce que je vais dire sur ce point-là? Après, je ne sais pas d'où vient ce... Ah, pardon. Après, il faut éviter que votre voix soit monotone parce que c'est tout un show, n'oubliez pas. Ce n'est pas un show pour faire semblant, vous êtes obligé. Donc, quand vous avez un film, vous avez un livre, si ça ne vous capte pas dès le début, est-ce que vous continuez à le regarder? C'est exactement la même chose. Il faut être captivant, il faut faire sa part de travail. Parce que je ne vais pas vous dire que vous êtes acteur, mais vous êtes acteur. C'est un théâtre, c'est une audience, c'est un sujet qu'on veut présenter et tout ce qu'on veut faire, c'est de capter leur attention pour mériter à la fin ce qu'il faut faire. Pour le film, mériter son argent parce que je vais attirer plus de téléspectateurs. Pour un ingénieur, mériter son diplôme, etc., etc. D'accord? Pour un entrepreneur, mériter l'investissement et avoir l'accord, etc., etc. Voilà. Et donc, la voix monotone qui reste avec le même rythme, ni la voix basse qu'on ne peut pas attendre, ni la voix rapide qui parle trop rapidement, tout ça, c'est à éviter. Évitez le parkourisme. Le parkourisme, vous êtes là, vous êtes en train, souvent on le voit malheureusement pour certains étudiants, et ils le font, certains étudiants, dans le sens où ils vont se dire que je vais tout apprendre, mais le problème c'est que avec le stress, c'est pas tout le même, on va dire, c'est pas le même environnement où ils ont préparé, ils se retrouvent dans un blocage. Ils n'arrivent pas à expliquer, ça veut dire quoi, voix monotone, exactement la phrase qu'ils ont préparée. Et ils vont être bloqués. Ils vont rester bloqués pendant longtemps. Donc, il faut éviter le parcourisme. Le but de la présentation, vu qu'on maîtrise notre sujet, les 3 clés, connaître son sujet, vu que c'est nous-mêmes qui avons préparé la présentation et on a des points clés dans les slides, vu qu'on s'est déjà préparé, on sait ce qu'il faut dire. On sait l'idée. Un slide, c'est une idée. On sait l'idée qu'il faut dire derrière.
Après, c'est bien de se préparer parce que on va dire, maîtriser le nombre de phrases qu'on va dire et donc maîtriser le temps, par exemple, quand il s'agit d'une langue secondaire, pour savoir comment bien préparer les mots, parce qu'il faut dire, c'est pas méchant, on n'a pas tous la même maîtrise de langue, etc. Mais c'est pas pour apprendre. Mais chez Coran, c'est pas pour tout apprendre par cœur. Donc, évitez les mots inappropriés. Ça veut dire quoi les mots inappropriés? Alors, vous serez peut-être étonnés, surtout pour les jeunes qui sont avec nous, mais s'il vous plaît, faites très très attention. Ça, c'est très 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 mauvais. Évitez le jargon. Zama, hadik, tahta, même si ce sont des mots qu'on peut les trouver dans un dictionnaire. C'est un jargon, ça reste un jargon. Évitez aussi, si vous parlez en français, évitez le jargon arabe. Si vous parlez en arabe, en français toujours, évitez aussi le jargon français. Par exemple, évitez de dire dans le sens mot inapproprié, vous n'allez pas trop dire dans votre présentation, je ne sais pas moi, comme par exemple, il n'y a pas question de je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, comme une phrase juste pour faire passer une idée. Ça, c'est très mauvais. Donc, il faut faire attention à ces mots qui viennent d'une manière très spontanée, mais qui ne sont pas du tout professionnels. Attention, ils ne sont pas professionnels. Pourquoi je fais entre parenthèses par rapport aux jeunes? Parce que malheureusement, on voit une large différence dans l'acceptation de jargon que vous utilisez entre vous, mais que finalement, même dans un domaine professionnel, même si vous restez jeune entre vous, il ne faut pas l'utiliser. Éviter la mauvaise posture. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un atelier en direct pour vous montrer quelles sont les postures à faire, etc. Et du coup, je ne peux pas trop m'étaler sur ce point-là. Hada, c'est de point de vue speaker. L'autre côté, c'est de point de vue slide. Et je vous demande, donc, de point de vue slide, d'éviter de tout mettre dans le slide. Je vous ai dit, un slide, il faut que ça soit juste un repère. Et il faut aussi éviter de faire trop de couleurs flashy. C'est des couleurs simples, ça, s'il faut des couleurs. Et surtout, attention par rapport aux couleurs flashy, parce que quand vous faites une projection, la projection, souvent, on peut pas, certaines couleurs qui sont très lisibles sur votre machine, sur la projection, elles ne le sont pas. D'accord? Évitez trop d'animation, évitez les slides surchargés, ça c'est clair. Maintenant, on refoule les 12. Les 12, ce qu'il faut faire de point de vue speaker, c'est d'être authentique. D'être authentique, ça veut dire que c'est-à-dire il faut être très à l'aise, il ne faut pas trop se crisper, il ne faut pas trop se lâcher non plus, il ne faut pas faire trop de comique pour dire que non, je suis à l'aise, etc. Il faut être authentique, soi-même. Il faut faire de la bonne respiration parce que ça permet d'être à l'aise. La respiration, ça aide à diminuer le stress. Donc, vous allez négliger ces exercices, mais moi, je vous ai dit, je vous ai montré le slide de combien de présentations je suis passée dans toutes mes années d'étudiante, de travail professionnel, etc. Et je comprends à quel point c'est important ça. C'est bien aussi de garder le sourire parce que le sourire, ça va se refléter sur les autres aussi. Et c'est pareil, si vous vous crispez, vous montrez que vous êtes trop stressé, l'audience et surtout le jury ne va pas trop apprécier ça. Il faut essayer toujours d'avoir des réponses courtes et concises. C'est-à-dire, si on vous demande comment vous avez pu réduire à 50% votre consommation d'énergie, n'allez pas leur raconter qu'au moment où on a commencé à implémenter la solution, nous avons eu des problèmes, etc. Vous dites que notre algorithme, il cible les facteurs 1, 2, 3 qui ont permis de réduire 1, 2, 3 et qui ont finalement avec lesquels on a pu arriver à 50% de réduction. Répondez directement à la question. Parce que parfois, vous allez tomber dans votre propre piège si vous répondez plus ou si vous étalez plus et on n'a pas tout le temps on n'a pas tout notre temps pour écouter votre histoire longue, malheureusement. C'est un temps qu'il faut respecter, limiter, qu'il faut respecter. Il y a ce qu'on appelle aussi on the stage, et ça, c'est souvent,
Je le conseille dans le sens où il faut être très à l'aise, de préférence savoir quel est l'état de la salle pour qu'on puisse finalement savoir comment on peut bouger. Il ne faut pas rester main croisée ou dans la poche ou tourner le dos, etc. Il faut montrer avec quelques gestes, avec les mains que nous sommes à l'aise. Il faut montrer par exemple avec la main sur le slide pour dire que suivez-moi sur le slide, etc. C'est ce qu'on appelle dans le jargon on the stage. Et toujours, il faut faire un bon démarrage. Comme je vous ai dit, il faut bien capter. De point de vue slide, c'est très intéressant, c'est très important de tester le matériel et la salle. Si vous pouvez le faire, parce que pour savoir est-ce que l'éclairage il est trop, est-ce que finalement le thème des couleurs que vous avez choisi avec l'éclairage ça passe pas, est-ce que la salle par exemple, la façon avec laquelle vous devez vous tenir debout pour que vous puissiez regarder l'audience, mais en même temps regarder votre machine pour suivre les slides, c'est possible, etc. Pour le slide, il faut toujours faire une histoire. Je le dis et je le redis. Il faut toujours assurer une bonne transition d'un concept vers un autre, d'une phase vers une autre, d'un slide vers un autre. Il faut numéroter les slides. Remarquez, j'ai numéroté mes slides, c'est-à-dire que si, par exemple, j'aurais des questions à prendre à la fin, vous pouvez tout simplement dire, le slide 12, vous nous avez montré un graphe ou là, un processus, est-ce que vous pouvez expliquer le point 2 directement? Par contre, et surtout dans le cas d'un jury, si on veut récupérer des informations, ils vont vous dire revenez au slide où vous avez montré le processus. Et vous allez voir comment vous allez faire. 1, 2, 3, non, ماشي هذا هذاك, non, ماشي هذا هذا, l'autre, avant, après, et on se perd. Par contre, s'il y a un numéro de slide, c'est très facile à repérer. Ajouter des slides masqués, ça c'est un conseil en plus, c'est juste un bonus. Souvent, on le fait pourquoi? Parce que quand je vous ai dit le dante, il ne faut pas tout mettre, parce qu'il faut laisser, il y a certainement des choses qu'on ne peut pas mettre dans un temps de 30 minutes, l'histoire de elevator pitch où on va éliminer des choses. Et donc les choses, elles sont toujours utiles. Et vous pouvez les mettre dans des informations dans un slide masqué. Le slide masqué, qu'il y a une PowerPoint, qu'il y a une Google Slides, partout. Donc, pourquoi c'est un slide? Je vais vous montrer tout de suite. Pardon. Hop là. Je vais vous montrer un slide qui est masqué, qui est là. Celui-là, vous voyez l'œil qui est barré. C'est un slide que vous n'avez pas vu. Tout simplement, j'espère que vous êtes en train de voir mon... c'est dans slide, je fais skip slide. Et dans PowerPoint, vous êtes en train de voir? Oui. Bon, voilà. Dans PowerPoint, on dit que slide masqué. Voilà. Donc, masquer les slides, ça va vous permettre d'avoir des éléments. Et au moment de la discussion, par exemple, vous pouvez facilement les utiliser pour finalement expliquer mieux votre idée. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il me reste encore? Voilà. Et le dante, les 12. Privilégier les figures, je l'ai dit, une figure vaut mieux que 1000 mots. Et beauty is within simplicity. Diamond, c'est un concept, c'est une philosophie. On dit que la beauté, c'est dans la simplicité. Il ne faut pas penser à faire beaucoup de background et beaucoup de logos et beaucoup de barres et beaucoup de styles, un thème qui est très surchargé, etc. Il n'y a pas plus simple qu'il y a un titre, il y a un contenu, il y a des bullet points, 9 maximum, il y a des phrases nominales, et mon speech, et ma présence, et mon authenticité, elle va tout faire pour que le tout soit quelque chose d'agréable à suivre. Voilà. Et maintenant, l'élément magique, beaucoup d'entre vous l'ont trouvé, bravo, c'est de répéter, c'est de se préparer. Avec tout ça, vous faites de l'autodiscussion avec vous-même. Vous prenez le whiteboard et vous dessinez votre histoire. Vous préparez vos slides. Vous préparez vos speeches. Si vous ne répétez pas ça, si vous ne vous préparez pas bien, c'est absolument, on va dire, inutile, pratiquement. L'élément magique, c'est répéter. Pourquoi aussi? Parce qu'en répétant, on s'améliore.
répéter, c'est pas uniquement répéter pour la même présentation. اليوم أنا نخرج من هاد la présentation تعلمت منها درس وزوج وثلاثة. Et je vais les appliquer la prochaine. D'accord? Donc, il faut toujours être, كما يقولوا, a continuous learner. معناها quelqu'un qui apprend tout le temps et tout le temps sans cesse. D'accord? C'est notre élément et si vous avez remarqué, je ne sais pas, d'ailleurs c'était dans le processus. Le processus, je ne vous ai pas montré un processus qui est sur une ligne, je vous ai montré un cercle. Et c'était ça au final. Le cercle, c'était parce que pour comprendre comment je peux définir mon prérequis, pour comprendre comment je peux préparer les 3 S, mon support, mon speech, mon speaker, il faut que je répète, il faut que je répète, il faut que je m'améliore. D'accord? Voilà, donc sur ce, je vous donne, déjà je vous laisse avec une petite parole de Thomas Edison. On a parlé de l'énergie électrique, ça ne peut pas mieux, ça ne peut pas tomber mieux. On dit que notre plus grande faiblesse est d'abandonner. Le moyen le plus sûr de réussir est toujours d'essayer une fois de plus. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup votre présence ici, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez apprendre, vous voulez encore essayer, et pour essayer, vous voulez avoir encore plus d'informations, ce qui est bien. Je vous laisse quand même avec l'ensemble de mes coordonnées. N'hésitez pas à voir mon site web qui est en bas, fatemabenhamidaletout.com, parce que j'ai mis l'ensemble de mes présentations, enfin de mes talks sur le site web. Et pour les gens qui m'ont déjà demandé pour IACON, c'est tout simplement un concept qui est né en Suède et c'est une entité qui vous aide à faire de l'orientation pour trouver des bourses d'études, de post-doc ou encore des opportunités de travail pour les gens, pour les jeunes diplômés. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, il faut partir à leur site web IEACONS, IEACONS comme consulting.com. Et il me semble qu'il y a une rubrique service et ensuite vous devez remplir des formulaires. Et un formulaire, vous devez préciser quel est le consultant auquel vous voulez être assigné. Et vous mettez mon nom et ils vont directement vous rediriger vers moi. Vous ne pouvez pas venir directement vers moi. Moi, j'ai aucun pouvoir sur cette plateforme. Il faut passer par le formulaire pour que vous passiez et ensuite on peut faire toute procédure. Par exemple, si vous comptez si vous comptez par exemple faire décrocher une bourse de doctorat dans l'étranger ou autre, comment préparer tout ça. Voilà, le site il est écrit iacons.com. Il est là, il est dans la 4e ligne de mon slide. Je vais l'écrire quand même ici. Attendez, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? iacons.com. Désolée, voilà. Et voilà, pour moi, c'est tout. Je suis là encore pour prendre quelques petites questions. Peut-être, si c'est possible, un quart d'heure, pas plus, parce qu'il est déjà 5 heures, mais je comprends que ce n'est pas votre faute si on a perdu 30 minutes au départ. Voilà. Ça concerne toute spécialité confondue, oui, mais parce qu'il y a une partie où il y a capacity building, où on vous montre comment vous pouvez présenter, comment vous pouvez, attendez une seconde. Comment vous pouvez préparer votre lettre de motivation, comment vous pouvez préparer votre, comment dirais-je, votre submission, comment préparer l'interview, etc. Voilà. Service, dans la rubrique service. Essayez de faire je ne me souviens pas comment vraiment. Allez-y, eacons.com. Essayez de voir. Ils ont par exemple, je pense que vous pouvez même vous abonner ou bien carrément remplir. Allez-y sur service, service académique, service recherche, service opportunité de travail, etc.
Et depuis là, oui, vous remplissez le formulaire en ligne et n'oubliez pas surtout de remplir quel est le consultant كاين même iacons.fr qui est français, qui est en français, donc ça vous permet quand même d'être plus à l'aise avec la langue pour remplir votre formulaire. Bon, bien sûr, au bout de 2 heures, c'était pas évident de tout mettre, mais il y a au moins ça. Mais je vous ai dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, voilà, le plus important, c'est d'essayer de répéter, etc. Meilleur logiciel pour présentation, il n'y a pas un meilleur logiciel. Vu qu'on cherche la simplicité, essayez plutôt le logiciel qui vous semble le plus, oui, vous êtes plus à l'aise pour faire votre support. Mais faites attention, Breezy, PowerPoint, Google Slide, tout ça marche. iacons.fr ne marche pas. Bon, je vais essayer iacons sans le S. Mais bon. Ou entrez iacons.com et essayez de voir changer la langue et faites français, ils vont vous rediriger vers le site en français. Alors, pour ceux qui ont rentré 1 heure en retard, il n'y a pas de souci parce qu'on a commencé par le Facebook Live. Au contraire, vous êtes les plus avantagés parce qu'on a commencé par le Facebook Live, qu'on peut toujours le revoir. La deuxième partie, elle a comme fiha hnaya. La tech, oui, aussi. J'encourage les gens pour utiliser Beamer, qui est la version présentation pour la tech. Alors, Steve Jobs, comment il est devenu si doué pour faire sa présentation? Je vais vous donner la réponse. Alors, Ahmed, Steve Jobs, il avait un coach, d'accord? C'est clair que certains, ils sont innés, d'accord? On va pas se mentir. Certains, ils savent comment présenter. Mais Steve Jobs, il avait un coach. Ce coach, chaque année, Steve Jobs, depuis il est parti, il n'est plus de cette vie. Chaque année, il prend 2 sessions de 11 comment dirais-je, stagiaires pour les coacher. J'ai eu la chance, une fois j'étais aux États-Unis, d'avoir un contact direct avec l'un de ces stagiaires, le coach de Steve Jobs. Et ils m'ont partagé des informations assez impressionnantes sur comment être très à l'aise et présenter sur scène. D'accord? Malheureusement, les 2 heures m'akfawnesh, mais je vous donne wahda assez simple. Je devais la donner d'ailleurs, mais comme je voulais partir sur le plus essentiel. Ce que dit le coach de Steve Jobs, c'est la chose suivante. C'est que la meilleure façon de diminuer son stress au départ, c'est de commencer à parler avec quelqu'un de l'audience, venir tôt, rester un petit peu dans l'amphi, dans la salle, etc. Et dites n'importe quelle phrase qui n'a rien à voir avec le sujet. Par exemple, vous allez dire ah, on a eu de la chance, aujourd'hui il fait pas mal, il fait beau, même pour un mois de juillet, ça va. Mais essayez quand même de dire une phrase positive. Ou dites tout simplement, une fille, elle peut dire à sa copine ou là, j'aime bien comment tu peux marier ton foulard avec, par exemple, ta liquette. Il y a aucun souci de dire ça. Je vous donne vraiment des exemples très particuliers pour vous montrer à quel point هادو في العقل الباطن, dans le subconscient تاعك, ça va jouer sur la الراحة النفسية تاعك et ça va diminuer le stress. Donc, ce sont des gens qui ont eu un coaching très professionnel, mais ce sont aussi des gens qui peut-être ont le talent de savoir parler, etc. Mais pas dans une soutenance. Yamina, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la soutenance, tu pars tôt, quand les gens sont là, avant de commencer, et c'est pas avec tout le monde. Cible une personne, la première ligne, après le jury, et essaye de lui donner, ou bien si vous êtes en binôme, dites quelque chose de très drôle entre vous. Et ça va diminuer le stress. D'accord? Donc voilà, sur ce, si vous n'avez pas de questions d'autres,
Oui, encore, la communication scientifique, ce que je suis en train de dire, au contraire, je l'ai orienté plus dans la communication scientifique. Je n'ai pas parlé comment parler à un investisseur ou bien comment pitcher une idée pour un projet de start-up, etc. Question de l'état de l'art, alors j'ai lu déjà que vous avez dit qu'est-ce que je vais dire dans l'état de l'art. C'est pas une question qu'on peut répondre d'une manière générale parce qu'à chaque sujet, son état de l'art, à chaque projet, sa problématique et son étude de l'existant. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez fait, vous, dans votre état de l'art, que vous allez parler. Mais souvent, ce qu'on entend parler par état de l'art, c'est le fait de refléter jusque-là quel est le travail qui a été effectué avant vous en termes de cette problématique-là ou de ce sujet-là. Voilà. Comment intégrer des logiciels dans le slide? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez parler par des logiciels dans le slide. Comment éviter le blocage dans la parole? Oui, ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, il faut vraiment travailler sur soi-même. C'est pour cela que je vous ai dit, ça vous paraît philosophique de dire connaître le speaker. Mais quand on sait que, par exemple, on est bloqué, pourquoi on est bloqué? Parce que le mot, il est parti, ou là, parce que ça en a un trou de mémoire. Si on ne trouve pas le mot, on va juste faire une petite discussion avec soi-même pour dire qu'est-ce qui peut remplacer le fait de dire état de l'art. Allez, étude de l'existant. Qu'est-ce qui peut remplacer le fait de dire état de l'art? Je perds le mot état de l'art. Je vais dire, on va voir ce qui a été fait jusque-là dans ce problème. C'est l'état de l'art. Je viens d'expliquer le mot état de l'art sans le dire parce que j'ai oublié le mot état de l'art. Et si j'ai un trou blanc complètement, c'est pour cela que je vous conseille vivement de bien se préparer, d'avoir une bonne nuit avant de faire sa présentation. Souvent, quand on est avec un binôme dans une présentation, donc il n'y a aucun souci de faire un signe à son binôme pour prendre à sa place. D'accord? Donc voilà, ça peut se faire. Soyez très décontracté, même si il a un blocage, c'est pas méchant. Il ne faut pas se stresser parce que si on stresse, on alimente ce blocage davantage. Donc voilà. Aussi, how to improve public speaking, il n'y a pas mieux que de se parler devant le miroir, que de parler avec une petite audience, que de ramener ses copains, sa famille ou bien n'importe quelle personne pour se préparer, pour répéter, c'est l'élément magique. Il n'y a pas mieux. Caractère est très différente, présentation académique, plus ou moins différente, oui. Mais il y a certains conseils, on demande si la présentation d'un projet innovant à caractère industriel est différente d'une présentation académique. Certainement, même la présentation académique d'un sujet à un autre peut être différente, d'accord? Donc voilà, donc ça dépend. Mais il y a des conseils qui restent les mêmes. Hein. Il y a des conseils qui restent les mêmes. Celui qui ne maîtrise pas la langue, il faut surtout ne pas prendre ça comme un obstacle. Au contraire, c'est en répétant, en faisant son travail bien, que finalement on y arrive. Parce que les trois clés, l'audience, si on la connaît, le sujet, si on le connaît, mais soi-même, si on sait qu'on ne maîtrise pas la langue, c'est sur ce point-là qu'on va travailler. Si on sait que nous ne sommes pas trop stressés, mais au final, on ne trouve pas les mots pour s'exprimer, c'est sur ce point-là qu'on doit travailler pour préparer sa présentation. Voilà. Bon, la charge du slide, il y a des jurys qui vous obligent des détails, mais croyez-moi, si vous rentrez dans les 30 minutes et vous parlez des détails, de ces détails-là, c'est bon, vous avez tout fait bon. Et puisque vous dites des détails, c'est pour cela que je vous ai donné la règle d'or de masquer des slides. Mettez tous les détails que vous jugez importants dans des slides masqués. Bien sûr, préparez, ce n'est pas tous les détails, vous les mettez comme s'ils étaient dans les rapports. Mettez-les comme si vous êtes dans une présentation. Et au moment de la discussion, si on vous demande, on n'a pas trop bien compris, vous n'avez pas expliqué avec trop de détails ce point-là, vous allez dire oui, effectivement, c'était pas pour bien respecter le temps. C'est pour cela que nous avons préparé 2 petits slides pour vous expliquer mieux et vous allez montrer vos slides sur place en projection et on peut suivre. Vous êtes en train d'expliquer, on peut suivre ce qu'il y a dans les slides.
Comment peut-on respecter le temps de la présentation? Je vous ai dit, c'est by practice ou c'est avec le elevator pitch. Voilà. How I can improve my English, it's the same thing as for French. You can improve it by practice. By practice. You need to practice. Il faut surtout pas mettre dans la tête, c'est trop tard. C'est toujours possible de mieux faire. Voilà. وما لازمش تكون عندكم العقدة نتاع la langue. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, soyez fiers que vous êtes là et que vous voulez apprendre. D'accord? Voilà, non, j'ai pas de site malheureusement pour le elevator pitch, mais si j'aurais d'autres ressources, je pourrais vous montrer. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre ça au plein cœur de la Silicon Valley aux États-Unis, donc j'ai pas eu référence au site. Mais si j'étais avec vous, j'aurais fait beaucoup d'exercices, beaucoup d'ateliers, ça aurait pris peut-être une journée complète. J'ai déjà fait une présentation pareille pour les gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat, pour des étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On a pris toute une journée avec des jeux, avec de la pratique, pour finalement arriver à passer le message et à faire quelque chose de plus détaillé. Le body language, je parlais pas, désolé, c'est pas dans une conférence en ligne que je peux vous parler du body language. Voilà. Voilà, est-ce que préparer la soutenance seule, c'est mieux? C'est-à-dire, non, ce n'est jamais mieux. Il faut toujours faire devant un petit... Déjà, vous faites une pré-soutenance avec votre encadrant, par exemple, votre directeur de thèse. Aussi, vous aurez des petits amis, collègues qui peuvent assister à votre pré-soutenance, etc. Vous répétez devant le miroir, même si vous êtes seul, c'est pas grave. La posture, je ne peux pas vous expliquer, mais la posture, le plus important, c'est de tenir droit. C'est éviter, par exemple, de mettre les mains dans la poche. Éviter de rester trop rigide. Essayez, nous sommes des Méditerranéens, nous parlons avec les mains, etc. Essayez d'utiliser ces mêmes mains pour montrer, par exemple, le slide, pour faire des gestes comme si, par exemple, quand vous insistez sur une chose, vous faites un geste avec vos mains comme si quelque chose qui tombe ou comme ça. Voilà. Malheureusement, le body language, il faut qu'on soit en direct pour que je vous montre tout ça. Comment distribuer le temps entre la partie... Oui, ça c'est très important. C'est avec le whiteboard نتاعكم اللي يبان لكم. كي ترسموا le projet تاعكم ou comme 30 minutes, vous allez dire voilà le cœur du sujet, comme la proportion de chaque partie. Vous allez dire je vais consacrer 5 minutes pour l'introduction, 7 minutes pour l'état de l'art et la problématique, 15 minutes pour la solution, tant de minutes pour la validation, etc. Et on arrive finalement aux 30 minutes. Voilà, notre conseil pour les gens. Je prends la dernière question, qui ne sont jamais satisfaits de leur travail, que ce soit forme, contenu, merci encore. Voilà, on n'est pas satisfait par son propre travail, ça peut être deux choses. Ça peut être un travail qui est malheureusement pas bien fait, du coup, on essaye quand même de l'améliorer. On est là, c'est pour cela, les mots magiques, c'est de répéter. Edison, il l'a bien dit, il faut jamais abandonner. Mais aussi, ça peut être un autre concept, ce qu'on appelle le imposter syndrome. Le syndrome d'imposteur, c'est le fait que finalement dire que je suis nul, je suis bon pour rien, etc. Alors que c'est parce qu'on cherche la perfection. Donc, il faut toujours avoir peut-être l'avis d'une deuxième personne pour finalement que ça soit honnête de la personne avec vous pour dire que non, tout est bon, c'est juste dans la tête, c'est juste parce que vous voulez faire parfait. Ou là, oui, effectivement, parce qu'il manque tel ou tel point et vous saurez exactement qu'est-ce qui manque, vous allez le corriger et du coup, la satisfaction dit. Voilà, chercher la perfection. Oui, c'est le imposter syndrome. Je vous conseille de voir des vidéos sur le imposter syndrome. Allez-y, il y a des TED Talks sur le syndrome d'imposteur. Vous allez comprendre comment le combattre. Essayez de voir un TEDx de Donna Sarkar. Attendez, pardon. Donna Sarkar, Imposter Syndrome
Banish the spell. Banish the spell. Voilà. Elle va tout expliquer sur ce point. Voilà. Oui, j'essaierai. J'essaierai, Nabila, pour la thèse, mais bon, on va faire. Introverte, n'hésitez pas. Enfin, Hadoutani aussi, essayez de voir des TED Talks. Introverte, on est tous. Moi, j'ai commencé d'être introverte et j'ai trouvé des solutions pour finalement. Il faut balancer entre ce que vous avez comme point fort et point faible. Si votre point faible est d'être introverte, le point fort, c'est par exemple, c'est de maîtriser son sujet ou parler à l'aise avec la langue ou avoir une bonne respiration. Donc, il n'y a pas de stress dans tout ça. Mais essayez de fixer le regard sur des gens que vous connaissez, par exemple. Essayez de vous concentrer uniquement sur votre monde en faisant semblant que vous faites le tour sur tout le monde alors que vous êtes en train de regarder les tables ou là, les chaises sur lesquelles ils sont assis et non pas la personne elle-même. Donc, il y a toujours des possibilités de régler ça. Voilà. Est-ce qu'on peut finalement... attendez, même mon PC, il commence à finalement... Donc, je vais arrêter le chat. Voilà. Et je vais arrêter aussi le recording.